Chers amis de l'Institut des Libertés, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle émission de l'économie expliquée par mon père, Charles Gave. Toujours moi. Mon meilleur invité, comme dirait, dirait Léonard. Alors aujourd'hui, d'abord un petit point. On a décidé de faire une émission sur les grandes vérités de Charles Gave, c'est-à-dire les choses qu'il a tendance à dire de façon péremptoire et pour lesquelles vous vous demandez à chaque fois mais pourquoi il dit ça, et on le voit dans les commentaires. Beaucoup d'entre vous disent « Ah mais je ne comprends pas pourquoi il dit ça, c'est basé sur quoi ?» et ainsi de suite. Donc on va reprendre les quelques grandes thématiques que Charles utilise de temps en temps. Et pour lequel je pense qu'il n'y a pas besoin d'explication. Et apparemment, là je me trompe parce qu'il y a peut-être besoin d'explication quand même. Pour moi c'est évident, mais ça n'est peut-être pas pour les autres. Voilà. Et aussi, d'autre part, on a plus ou moins décidé qu'on a fait ce qu'on a pu dans cette campagne présidentielle. Vous avez beaucoup vu Charles dans des médias autres, comme chez André Berkoff, ou enfin tu allais partout, tu allais partout. Sur ceux qui m'invitaient. Ceux qui t'invitaient, oui, bien sûr, bien sûr. Mais là, on va faire, comme on dit chez les enfants, un petit temps calme pour se mettre un petit peu en retrait, parce qu'il ne faut pas ripipiller comme ça, et puis ça démonétise la parole. Donc on va essayer de revenir sur quelque chose de plus construit autour de notre cher Institut. Voilà. Donc, parmi les grandes vérités de Charles Gave, nous avons, premier roulement de tambour, un impôt sur le capital, c'est idiot. Pourquoi ? Bon, alors, essayons de réfléchir. Pour moi, c'est tout à fait évident, mais je vais essayer d'expliquer pourquoi c'était évident. Pour produire, vous avez besoin de trois choses. Vous avez besoin de capital, c'est-à-dire c'est de l'épargne qui a été accumulée au travers des siècles par nos ancêtres et par notre génération actuelle. Enfin, pas la génération actuelle parce qu'elle l'a dépensée, mais enfin, d'habitude, quoi. Pour que la vie de nos enfants soit meilleure. Bon, c'est par définition quelque chose qui est rare. L'épargne. L'épargne. C'est parce qu'il y a des pays, par exemple, qui ne réussissent pas à constituer de l'épargne, ils ne se développent jamais, quoi. Il y a toute une série de pays qu'on connaît. Bon. Et puis, il faut donc du capital, il faut du travail, qui peut être rare ou pas, mais en général, du travail, on en trouve toujours. Il y a toujours des gens qui sont prêts à travailler, parce que c'est une nécessité pour eux. Et puis, il faut un type au milieu, qui est ce qu'on appelle l'entrepreneur, qui optimise l'utilisation du capital et du travail. C'est en créant une entreprise et en faisant des profits avec elle, ce qui augmente le stock d'épargne. Parce que les profits, ça s'ajoute à l'épargne. Vous épargnez l'entreprise, son épargne, ça s'appelle les profits, et donc la somme de votre épargne plus les profits des sociétés, c'est l'épargne nationale. Donc c'est... Et donc, dans ces trois facteurs de production, vous avez l'imagination d'entrepreneur, qui, comme chacun le sait, est infinie. C'est flambante. Mais de temps en temps, il se plante, mais ça, c'est autre chose. Mais dans ce cas-là, il disparaît. Vous avez le travail, où il y en a, pour ainsi dire, toujours. C'est pas le travail qui manque. Le nombre de chômeurs, par exemple, il y en a beaucoup. Et puis, vous avez le capital, qui, lui, est très rare. Donc, si vous taxez le capital, vous transférez quelque chose qui est très, très rare à quelqu'un, l'État, qui en fera n'importe quoi, qui risque de le détruire, puisque l'État est en déficit, etc. Donc, taxer le capital, c'est taxer la croissance future. Et c'est enlever des moyens d'action aux entrepreneurs qui en feront quelque chose. Donc, si je retourne encore une fois aux évangiles avec la parabole des talents, vous avez le type doué à qui on donne 4 talents et qui en ramène 4, quelque temps après quand le maître revient. Vous avez le type qui est un peu moins doué, qui a 2 talents et qui en ramène 2. Et puis vous avez le bon à rien qui enterre son talent parce que le maître est dur. Et donc quand vous... Et celui-là, j'imagine qu'il vit aux dépens de l'État. C'est-à-dire, c'est un passager clandestin. Et donc si tu taxes le capital, tu enlèves à celui qui fait 4 à celui qui fait 2 pour donner à celui qui fait 1. C'est idiot. Utilisation, ouais. C'est donc automatiquement idiot. Donc ce que j'essaie de dire, c'est taxer le capital, c'est taxer notre revenu futur. Il est tout à fait évident qu'il faut taxer les revenus d'aujourd'hui, mais si vous taxez les revenus futurs, ils n'existeront pas. Mais en plus, attends, si tu pars du principe que, je sais pas, je prends l'exemple de mon dentiste, qui a créé son capital à partir de ses revenus, c'est aussi une double taxation. C'est aussi une double taxation. Alors lui, c'est tout à fait une double taxation.
Parce qu'il a acquis son capital par le biais de son revenu. Prends les impôts sur le décès, l'héritage. C'est un vrai scandale, parce que le type aussi, il s'est constitué son capital tout au long de sa vie, et puis on lui pique. Et il a pu payer et sur le revenu, et sur le capital, et après en droit de succession. Donc là, on a vraiment une imposition tout du long. Tout du long. Et donc, c'est une façon de transférer de l'argent du secteur privé au secteur public. Encore une fois, parce qu'on en manquait, hein, rappelons-le. Oui, parce que c'est pas comme si l'État manquait de moyens aujourd'hui. 62% du PIB, je pense que... Mais ça devrait aller. Non, mais c'est... Et alors, derrière cette taxation du capital, vous avez l'idée que, dans le fond, il faut punir ceux qui ont du capital. Oui. Or, encore une fois, dans la parabole des talents, celui qui est puni, c'est celui qui a enterré son capital. Les deux autres, le maître leur dit, viens ici, bon serviteur, je vais te nommer président de ma filiale à Singapour, quoi, tu vois. Et celui qu'on envoie en enfer, c'est celui qui n'a rien fait, qui n'a pas épargné, qui n'a pas pris de risque, qui a enterré son capital. Donc, on revient toujours à la même idée que la disposition du capital est en soi-même, en elle-même, injuste. Or, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas injuste. C'est-à-dire que soit il y a un ancêtre qui a travaillé, soit lui-même il a travaillé comme un fou, mais il y a quelqu'un dans la création de ce capital personnel qui a pris des risques. Et donc, voilà, ça me paraît... donc, intellectuellement, humainement, socialement, logiquement, philosophiquement, c'est une imbécilité. Voilà, donc ça, c'était la réponse à pourquoi un impôt sur le capital, c'est idiot. Et ça l'est toujours. Voilà. Alors, sans transition, nous passons donc à notre seconde question, qui a deux branches, qui est à quoi sert la finance et à quoi servent les marchés financiers ? Et ça, c'est une question très importante, à laquelle je suis très attaché, parce que d'abord, la finance, ça m'a fait vivre depuis 50 ans, donc... Donc c'est très important, ça. Tu sais que pour les gens, c'est très drôle parce que les gens ne comprennent pas les métiers de la finance. Et alors pour eux, dès qu'on parle de finance, forcément, tu es un trader. Et tu ne pourrais pas être plus éloigné dans la vie d'un trader qu'avec ce que tu fais. Enfin, je veux dire, c'est un peu la même différence entre, je sais pas, un proctologue et un sculpteur sur glace, quoi. Enfin, il y a rien à voir. Il y a juste rien à voir, sauf que si à la rigueur vous travaillez sur les monnaies, quoi, et vous respirez tous les deux de l'air. Mais t'as rien à voir avec un trader. Les gens ne savent pas, mais j'ai pas donné un ordre en bourse depuis 30 ans. Ouais, voilà. C'est-à-dire que, alors. Revenons encore à une notion essentielle qui est celle du capital, hein, parce que les deux questions sont assez reliées. Je vais essayer de vous donner un petit exemple assez simple. Vous êtes un petit entrepreneur, vous embauchez un gars, il vous coûte 100, il vous rapporte 130. C'est bien, vous êtes content parce que vous pouvez vous développer. Vous embauchez un deuxième gars, il vous coûte 100 et il vous rapporte 100. T'as peut-être pas intérêt d'embaucher un troisième gars. Alors, le troisième gars, mettons, il te coûte 100, il te rapporte 70. Alors, si tu fais la somme 130 plus 70 plus 100... T'es à équilibre. T'es à l'équilibre. Mais si t'embauches le troisième, tu es idiot. Bah oui. Puisque tu perds sur lui. Bah oui. Bon. Et donc, c'est quelque chose qui s'appelle la rentabilité marginale du capital. C'est-à-dire, si tu mets 1 euro de capital de plus... Quelle est la rentabilité que tu en attends ? C'est drôle parce que ça, c'est une notion avec laquelle les marxistes, donc toute la gauche, ont du mal parce que pour eux, la création de richesse n'arrive que par la spoliation du travail. Donc pour eux, de toute façon, le patron s'enrichit parce qu'il a spolié quelque part ses heures de travail aux salariés. Ce à quoi on a déjà envie de leur répondre toujours. Que ne faites-vous vous-même, votre travail, votre première entreprise, et ainsi, vous ne serez plus spolié. Sauf qu'effectivement, dans une entreprise, comme tu viens de l'expliquer, le même travail ne rend pas la même rentabilité. C'est toujours ce que je dis, je reviens à mon exemple de boulangerie. De la boulangerie dans les Pyrénées. Dans les Pyrénées, ils gagnent honorablement leur vie, ils doivent avoir rentabilité des capitales de 5 ou 6%. C'est mes neveux dont je parle. Hein. Mais... Ils sont à Haro. Si vous allez à Haro, dans les Pyrénées, vous dites bonjour de la part de la famille Gave aux cousins qui tiennent la boulangerie. Oui, oui.
et qui s'appelle les Grangers. Les Grangers. Voilà, les Grangers, la boulangerie Granger, voilà. À Haro. À Haro, c'est un truc important. Et ils achèteraient des nouvelles machines et ils embaucheraient plein de gens pour faire plus de pain pour la vallée d'Haro, ils n'en vendraient pas un de plus. Ben non. Donc la rentabilité marginale, la rentabilité moyenne de la boulangerie est convenable, mais la rentabilité marginale est nulle ou négative. Tu vas pas te mettre à manger 2 baguettes par jour si tu n'en manges qu'une. Non, parce que tu fais baisser le prix du pain. Oui, non, mais de toute façon, enfin, je veux dire, on a tous un seuil de pain qu'on mange par jour. Bah, en général, donc dans la famille, on sait que c'est 2 baguettes et demie pour la journée, et voilà. Et donc, quelque part, ça sert à rien de faire des investissements. Il faut qu'ils maintiennent l'outil de production de bonne qualité, mais il ne faut pas qu'ils le développent, parce que malheureusement... sauf s'il y a un pic de natalité, mais sinon, non. Sinon, sauf s'il y a plein de gens qui viennent vivre dans la vallée d'Haro, mais ce n'est pas le cas, donc voilà. Et donc cette notion de rentabilité marginale, c'est extraordinairement important. Et le but du financier, c'est de déterminer dans le système économique les endroits où la rentabilité du capital est en train de monter, de façon à diriger l'épargne de ses clients vers ces endroits-là, puisque là c'est utile et là ça sera rentable. Et donc en aucun cas, ça ne se fait au hasard. C'est-à-dire que tu te donnes un mal de chien pour savoir si la demande est en train d'augmenter massivement, l'offre n'est pas suffisante. Par exemple, il y a eu des avancées. Alors évidemment, ce n'est pas un marché à proprement parler, mais quand les lasers sont arrivés, avant les opérations de la cataracte, c'était des opérations extrêmement longues. Lourdes, dangereuses. On était en bloc opératoire et ainsi de suite. Arrive le laser, maintenant c'est 30 minutes, je crois. C'est 30 minutes, mais ce que tu dis est très important, c'est qu'une des grandes raisons derrière la hausse de la rentabilité marginale du capital, c'est souvent une invention. Mm-hmm. C'est-à-dire où d'un seul coup, quelque chose qui était par exemple très cher, comme une opération de la cataracte, devient très facile et pas cher du tout et automatisé. Et à ce moment-là, c'est là où le capital doit se déverser dans ces secteurs-là, jusqu'au moment où tu arriveras à un moment où saturation, tout le monde sera opéré. Non, mais il y a X potentiel de cataracte sur une population. On ne va pas opérer tout le monde de la cataracte non plus. Voilà. Mais j'en ai pas. Oui, mais c'est pas grave, c'est pas cher. C'est pas cher, exactement. C'est comme les gens qui veulent te vendre des jonquilles. C'est les gitans dans la rue qui veulent te vendre des jonquilles en disant mais c'est pas cher. Je dis oui, mais c'est pas beau. Et j'en ai pas besoin. Et j'en ai pas besoin, donc j'en veux toujours pas. J'en veux toujours pas. C'est exactement ça. Donc le rôle du financier, c'est d'essayer de repérer dans les systèmes économiques. Et je vais vous donner un exemple, c'est qu'il y a 2 ou 3 ans, en regardant les secteurs, j'en ai parlé ici, j'en ai longuement parlé, je me suis rendu compte que la rentabilité marginale du capital investi dans l'énergie était en train de monter, à la place de baisser. Donc j'ai dit aux gens, faites gaffe, ça veut dire que les investissements dans le passé n'ont pas été suffisants pour couvrir la demande dans le futur, et donc le prix de l'énergie va beaucoup monter. Donc, mon rôle en tant qu'économiste, c'est d'analyser les marchés pour comprendre où la rentabilité marginale du capital investi est en train de monter, et c'est souvent parce que vous avez des investissements qui n'ont pas été faits en temps utile. Et ça, on le sait en tout cas chez nous en France, que depuis Pompidou, en gros, il n'y a plus d'investissement sur le capital dans les centrales nucléaires, ainsi de suite. Enfin, on a eu droit au tourniquet, au miroir magique. Donc, alors, par exemple, je vais vous donner des chiffres. Je suis désolé, mais de temps en temps, il faut les donner. Vous prenez les budgets de recherche des grandes sociétés pétrolières dans le monde. Les chiffres sont disponibles. Il y a par exemple British Petroleum, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle maintenant, c'est toujours BP, mais ça ne veut plus dire British Petroleum, ça veut dire autre chose de convenable, parce que Petroleum c'est un gros mot. Mais donc British Petroleum publie des statistiques qui sont très bien faites. L'investissement de recherche dans les hydrocarbures, etc., c'était de l'ordre de 600 milliards de dollars il y a 10 ans. Aujourd'hui, on est un peu au-dessus de 300. Donc, ils ont complètement écroulé les budgets de recherche parce que ils se faisaient engueuler par tout le monde, les banques leur prêtaient plus d'argent parce que le pétrole... Probablement les actionnaires les votaient plus aussi. Les actionnaires les votaient plus, donc très bien. Donc, on savait qu'à un moment ou à un autre, sauf si les miroirs magiques et
Et les tourniquets de l'espace. Les tourniquets de l'espace, le marché, il y allait avoir un moment où ça allait coincer. Bon, donc vous regardez à ce moment-là... C'est QFD. C'est QFD, c'était pas possible autrement. Vous regardez à ce moment-là le prix du pétrole spot, vous voyez, et si vous voyez le prix du pétrole spot commencer à monter, vous vous dites, tiens donc, le mouvement est peut-être enclenché. Parce que la seule façon de résoudre l'insuffisance d'offres, c'est le prix. Il faut que le prix monte jusqu'à un moment où il y a des tas de gens qui seront plus capables de se l'offrir. Donc c'est comme ça. C'est ce qu'on appelle la loi de l'offre et de la demande. Et pendant la même période, avec les génies qui nous gouvernent, les investissements dans les tourniquets magiques et les miroirs magiques ont augmenté, sont montés à 500 milliards. Donc, pour revenir à la première question, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris l'épargne des Français, des étrangers, du monde, qui allaient dans des investissements, dans des recherches pour des industries fossiles, et on l'a mis dans une nouvelle idée. Mais si la nouvelle idée ne marche pas, si ça ne résout pas le problème, si c'est des fausses solutions, si c'est de la magie et pas de la science, on va se retrouver en face d'un problème énorme. Évidemment. Parce que aujourd'hui, dans le monde et depuis un siècle, 80% de l'énergie créée et utilisée vient de matières fossiles. Il y a un siècle, c'était du charbon, puis c'est passé au pétrole, maintenant c'est en train de passer au gaz, mais ça n'empêche, c'est des énergies fossiles. Et ça n'a jamais changé. Et l'arrivée de ces miroirs magiques et de ces tourniquets imbéciles n'a rien changé. C'est toujours 80% aujourd'hui. Il n'y a eu aucun changement. Donc, le deuxième rôle du financier, c'est de dire aux gens, dites donc, vos trucs-là, ça ne marche pas. Et alors, la rentabilité marginale du capital investi dans ces trucs-là est épouvantable, négative, mais c'est compensé par des subventions. Oui, bien sûr. Et c'est ça ce qui nous amène au capitalisme de connivence dont je vous parlais. Si tu veux, c'est là où je trouve ça horrible, parce que je regardais récemment la télévision Geoffroy Roux de Béziers qui disait « Oui, nous ne sommes pas assez loin sur les éoliennes et il faut qu'on développe... » Peut-être il est actionnaire dans une des sociétés qui ne marche qu'avec des... Je ne sais pas s'il l'est ou pas. Des subventions, mais alors dans ces cas-là, il faut qu'il lise un budget de l'État, parce que je t'annonce qu'a priori, il y a un moment où la voilure va devoir quand même être baissé, et deuxièmement, il sait très bien que c'est pas rentable et que ça... Donc là, on est sur une fausseté quand même à dessein. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de la classe dirigeante qui s'est mis à prendre des décisions en fonction de lobbies. Moi, bien entendu, je suis contre la pollution, mais j'aurais préféré qu'on dépense ces 500 milliards de dollars à rendre le charbon, à pouvoir, comme on dit, enterrer le carbone du charbon, c'est-à-dire à rendre le charbon une énergie convenable, plutôt qu'à mettre en place des trucs dont beaucoup de spécialistes disent que ça ne marche pas. Donc et alors... À quoi servent les marchés financiers, du coup? Tu dois embrayer dessus. Ben oui, je dois embrayer dessus. Alors là, les marchés financiers, vous êtes là, et qu'est-ce que mesurent les marchés financiers en temps réel? Ils mesurent la rentabilité marginale du capital investi. Alors, ils se trompent tout le temps. Tu veux dire que le but du marché financier, c'est pas de mesurer la rentabilité moyenne, mais la rentabilité marginale, c'est-à-dire... Le cours d'une action va refléter la rentabilité marginale du capital investi par la société. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils se trompent tout le temps, parce qu'il y a des paniques à la hausse, des paniques à la baisse, etc. Mais tu regardes sur 5, 10, 15, 20 ans, on voit très bien que les secteurs où la rentabilité marginale du capital investi a augmenté, on fait très bien, et ceux où la rentabilité marginale du capital investi, on fait très mal. Donc, le marché financier, c'est un machin qui a toujours tort à court terme et toujours raison à long terme. Et en ce moment, qu'est-ce qui aurait raison, là, sur une bonne rentabilité du capital? Par exemple, les sociétés de miroirs magiques et de tourniquets sont cotées. Oui, mais non, mais ça, il ne faut pas en acheter, déjà. Non, oui, j'entends bien, mais tu regardes donc depuis 10 ans, qu'est-ce qui est le plus monté? Les valeurs pétrolières ou ces trucs-là? C'est les valeurs pétrolières qui ont fait beaucoup mieux.
Donc les marchés te disent, vos trucs-là, ça marche pas. Parce que si ça marchait... Il y a les subventions d'État qui rentrent avant d'être jugées par les marchés. Et alors tu vois qu'elles montent quand, par exemple, l'État décide que l'argent est gratuit et qu'il va, pendant le Covid, et qu'il va mettre plein de pognon dans la société. Alors elle monte, mais tu te rends bien compte qu'elle monte, non pas à cause de la rentabilité marginale du capital investi qui s'est améliorée, mais parce qu'il y a un train de subvention qui arrive. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est extrêmement dangereux, parce que ça veut dire que, déjà, le cours était idiot, mais si en plus il double ou triple, mais ensuite il se réécroule. Elles se sont réécroulées depuis. Mais ça veut dire que si, par exemple, il y avait un défaut de paiement qui arrivait à la BCE, j'en sais rien... Si la BCE s'est subventionnée, tout s'écrase. Alors, j'en ai eu un exemple. Dans la minute. J'en ai eu un exemple parfait, c'est quand il y a eu la première crise de l'euro en 2012, 2013, etc., l'Espagne subventionnait de façon gigantesque le solaire. Le solaire. Voilà, bon, ils subventionnaient de façon. Et puis quand l'Espagne a été quasiment en faillite, ils ont cessé de subventionner le solaire. Et bien, toutes les activités solaires en Espagne ont vu leur cours absolument s'écrouler. Il ne faut jamais baser un investissement sur une réglementation d'État, d'aide ou quoi que ce soit. S'il y a une subvention, vous partez en courant, vous dites merci beaucoup. Si l'origine du développement est liée à une disposition légale qui permet un dégrèvement... si l'État vous file du pognon pour que vous fassiez quelque chose, c'est complètement idiot, parce qu'il n'y a que deux possibilités. En fait, il n'y en a qu'une, c'est que si c'était une bonne affaire, il n'aurait pas besoin de filer des subventions. Revenons à la parabole des talents. Le financier, c'est celui qui, ayant repéré qu'il y avait un gars qui était doué, lui donne 4. L'autre qui était moyennement doué, mais qui était bosseur, on lui donne 2. Et à celui qui faisait rien, on lui donne 1. Ce qui prouve que dans les évangiles, on ne donne pas la même chose à tout le monde. Et ensuite, on ne donne pas des récompenses à celui qui n'a rien fait. La seule question que cette parabole m'a toujours amené à poser, c'est pourquoi, alors que le maître savait que le dernier était un bon à rien, qu'il allait l'enterrer, il lui a donné de l'argent quand même. C'était quand même peut-être pour lui donner une chance quand même. Il pouvait essayer de faire quelque chose avec, il ne l'a pas fait. Ou peut-être qu'il ne savait pas, qu'il se disait... Et voilà, peut-être qu'il ne savait pas, il s'est dit, bon, ben, je vais lui donner 1, il n'a pas l'air très doué, mais je vais lui en donner 1 quand même. Donc, c'était peut-être justement... Même lui, il avait une chance. Voilà. Bah, au moins, il y a une égalité devant la chance. Devant la chance. Alors, troisième question. Comment les politiques suivies par la Banque centrale ont fragilisé le système ? Alors, ben tiens, ça c'était encore une bonne question. Alors, comment fonctionne un système capitaliste, et je voudrais en venir à quand même une question importante. Le capitalisme, c'est une utilisation rationnelle des outils. C'est-à-dire, vous ne vous demandez pas si un marteau, c'est moral. Oui, ça c'est la chose qu'il faut vraiment expliquer aux gens, c'est que très souvent, les gens se posent même des questions, est-ce que le capitalisme est de gauche, est-ce que le capitalisme est forcément de droite? Mais le capitalisme, ça n'est qu'un outil, c'est un marteau, c'est une visseuse, c'est ce que vous voulez. C'est la somme des outils. Et la meilleure preuve, c'est qu'aujourd'hui, on a un gouvernement chinois communiste qui nous paye des milliards toutes les semaines. Hein. Oui, absolument. Et dans des paradis fiscaux. Parce que c'est là où j'ai tout mon argent. Voilà, comme le savent les journalistes de Libé qui ont fait des enquêtes profondes, comme on connaît, aussi profondes aussi importantes que le volume de leurs lecteurs. Oui. Voilà. Et ils en ont déduit donc que moi j'étais un horrible capitaliste. Voilà. Et cela dit, ce qu'il faut retenir, c'est qu'effectivement, le capitalisme n'est jamais qu'un outil et que ça dépend complètement de la façon dont vous l'utilisez. Il n'y a pas de capitalisme sauvage à proprement parler, il n'y a pas de variant. Donc il n'a pas à être moral ou amoral, ça dépend de la personne qui l'utilise. C'est le bras qui utilise, ça n'est pas l'outil. Voilà, alors... Une fois qu'on a dit ça, ce qui nous amène à le but du capitalisme, c'est d'augmenter la quantité de choses qui ont une valeur dans l'économie et qu'on pourra échanger, vendre, garder, etc. Donc c'est très lié à la notion de valeur. Et il y a deux sources à la valeur, comme j'essaye de l'expliquer aux gens. La première, c'est la valeur efficacité. Vous avez un outil,
ça vous crée un cash flow parce que vous utilisez votre outil, quoi. C'est de la valeur d'efficacité, j'appelle ça. Et puis vous pouvez avoir une pièce d'or, et ça c'est la valeur rareté. Parce que la pièce d'or, elle vaudra toujours une pièce d'or, quoi. S'il y a pas... Donc le capitalisme, c'est ce qui permet aux valeurs d'efficacité de se déployer. Et pour qu'elles se déploient, il faut que, comme dans la parabole des talents, ceux qui font du beau boulot aient plus de capital, et ceux qui en font du mauvais n'en aient pas, quoi. C'est ce qui implique que si vous avez une idée et qu'elle ne marche pas, vous faites faillite. Vous disparaissez. Vous n'avez plus accès au stock de capital, quoi, dont on a parlé au début. Bon. Vous avez votre valeur d'efficacité qui est là, et pour que ça fonctionne, pour qu'un système fonctionne, il faut qu'à l'intérieur du système, il y ait un système d'information, pour que les entrepreneurs aient des informations sur ce dont les gens ont besoin, sur ce dont ils n'ont plus besoin, qu'ils achètent moins, etc. Et ce système d'information, ça passe par les prix. Le DAF est complètement d'accord. Il est complètement d'accord. Il trouve que c'est absolument brillant ce que je suis en train de dire. Donc ça passe par les prix. Donc pour qu'il y ait... C'est comme un système d'information, il faut que le système d'information soit libre et contradictoire. Bon, mais si vous bloquez les prix, le système d'information disparaît. On a une information à peu près équivalente à celle de TF1 au moment des élections présidentielles, quoi. Bon, on peut repasser les visiteurs, sinon deuxième partie. On peut repasser les visiteurs, oui, vous pouvez les regarder les visiteurs, si ce que je vous dis ne vous intéresse pas. C'est un très bon film d'ailleurs. Ça m'avait fait beaucoup rire à l'époque. Alors ça, c'est donc la valeur pour savoir ce qu'il faut produire. Mais il faut aussi savoir le rapport entre le capital qui est disponible, dont on a parlé au début, là, et puis le temps. Donc, et ça, il y a donc une deuxième série de prix qu'il faut qu'ils soient des prix libres, c'est les taux d'intérêt. Parce que les taux d'intérêt mesurent le rapport entre le temps et le stock de capital. Bien. Et bien, qu'est-ce qu'on a fait depuis 20 ans en Europe? On a bloqué les prix dans toute une série de choses, et on a bloqué, par exemple, les taux de change. C'est un prix pour savoir si la France est plus compétitive ou moins compétitive que l'Allemagne. On a bloqué les prix entre les deux, ce qui a foutu en l'air toute la France. Et on a bloqué les taux d'intérêt, on les a mis à des taux complètement débiles. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entrepreneurs n'ont plus aucune façon de savoir ce qu'ils doivent faire. Donc, l'allocation du capital se fait au hasard, ce qui est monstrueux. On donne de l'argent à tout le monde, allez, même le type qui va l'enterrer, là. Et les choix pour les produits à faire, ça se fait aussi n'importe comment. Et donc, on est dans un monde qui n'a plus rien à voir avec une économie efficiente. Et ça veut dire qu'à partir du moment où il n'y a plus de valeur d'efficacité qui est créée par le système, les valeurs de rareté recommencent à monter. Parce que le type qui a de l'argent, il se dit je ne vais pas m'acheter une nouvelle machine, c'est débile. Je vais m'acheter de l'or. Oui, bien sûr. Et c'est ce qu'on recommande. Parce qu'à partir du moment où les forces publiques d'État détruisent le système d'efficacité, moi, en tant que financier, je ne peux plus calculer la rentabilité marginale du capital. Et je dis, les prix ne veulent plus rien dire, le temps, je ne le mesure plus. Donc, en attendant que toutes ces bêtises s'arrêtent, je vais garder l'or qui va garder sa valeur, mais qui n'a pas de hausse de productivité dedans. Donc, automatiquement, c'est un système qui ne peut pas ne pas s'autodétruire. Et ça s'emboîte, mais pourquoi l'euro, alors que tu disais depuis 30 ans que... Écoute, oui, non, pas 30 ans, parce que c'était 2001. Quand tu as écrit Des lions menés par des ânes, c'était l'été... c'était quand j'étais enceinte d'Héloïse, donc c'était en 2002. Donc pourquoi l'euro s'est-il pas pété, alors que c'est bien le Frankenstein financier que l'on connaît, et est-ce qu'il va péter? Deux bonnes questions. Pourquoi il ne s'est pas pété? Quand l'euro a été créé, ça a été l'objet d'une espèce de traité constitutionnel. Il y avait toute une série de choses que la Banque centrale européenne n'avait pas le droit de faire. Et l'une d'entre elles, c'était par exemple d'acheter les obligations des États. Oui. Ils ont changé toutes les règles. C'est-à-dire en 2000, quand M. Draghi a dit « je ferai tout ce qui est nécessaire pour que l'euro survive », ça veut dire qu'il pétait tous les traités que nous avons signés. Donc,
logiquement, on aurait dû demander leur avis au peuple, par exemple par des référendums, en leur disant « Est-ce que vous êtes d'accord pour que maintenant les banques centrales puissent faire n'importe quoi ?» Bon, c'est bien tu penses bien. Alors, de toute façon, combien même on l'aurait fait, on serait assis dessus. On serait assis dessus. Donc, en 2012, 2013, 2014, les banques centrales ont commencé à monétiser les mauvaises dépenses dont je te parlais il y a 5 minutes. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Automatiquement, la croissance se pète la gueule. Automatiquement. Pour les raisons que je viens de dire. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Comme la croissance se pète la gueule, il y a tous les gens qui avaient, les anciens entrepreneurs, qui avaient par exemple emprunté auprès des banques sur les prix d'autrefois, en se disant, moi je vais développer ça parce que ça va marcher, qui ont fait faillite. Et du coup, les banques ont fait faillite. Et ce que les gens ne comprennent pas, c'est que l'indice boursier des banques, qui mesure la rentabilité marginale du capital investi dans les banques, qui était, je crois, à 600 en 2000. Ça devait être à peu près à 600 en 2006 ou 2007. Avant 2008. Avant 2008. Et bien aujourd'hui, il est à 80. Donc les banques ont perdu, les grandes banques, je parle de toutes les grandes banques européennes, la Deutsche Bank. Donc on a détruit le système bancaire pour maintenir l'euro. Bon. Mais ça continue à se détériorer, il n'y a pas de raison que ça change, puisque... Donc les banques sont très fragiles, là, aujourd'hui. Les banques, elles n'existent plus, elles sont devenues des substituts au système fiscal. Le seul but de la banque maintenant, c'est de me dénoncer si je renvoie 10 000 euros de mon compte à Hong Kong, qui est parfaitement légal, à mon compte en France. Ils me disent, mais enfin, monsieur, que tout pour ça sort, etc. Je leur dis que ça fait 20 ans que j'ai un compte à Hong Kong, je suis payé à Hong Kong par ma société, donc non, mais ça fait rien, ils veulent savoir. Donc c'est devenu, en fait, les espions du gouvernement, ils ne servent plus à rien. Aujourd'hui, j'ai appris, par exemple, qu'il y a des banques qui vous appelaient pour essayer de dire... Est-ce que vous voulez qu'on vous installe un système d'économie d'énergie? Le gouvernement subventionne. C'est comme si elle me disait, est-ce que vous voulez un sandwich au jambon, quoi? Je sais pourquoi tu t'occupes de ça, toi, mon grand? Parce qu'il n'a plus rien d'autre à faire. Ah oui. Comme il n'a plus rien à faire, il fait autre chose, quoi. Il essaye de trouver quelque chose. Sinon, vous avez des timbres de collection, vous avez lesquels? Vous avez la série Victor Hugo? J'aimais bien les Saint-Exupéry avec le petit avion. C'est ça, mais ça veut dire, donc les banques ne font plus rien. Mais alors, pour essayer de continuer à sauver les États qui continuent à s'enfoncer, parce que toutes ces subventions, le Covid et tous ces trucs-là, les banques ont continué et pour empêcher que les États ne fassent faillite, eh bien, on a décidé de mettre les taux d'intérêt à 0. Je tiens pour acquis que les banques, on a compris qu'elles avaient été liquidées par l'euro. Oui. Bon, c'est fait, maintenant le travail est fait. Maintenant, si on met les taux d'intérêt à 0 ou négatifs, comme ça a été le cas en Allemagne pendant un petit moment, qu'est-ce qui va être liquidé? C'est tous les fonds de pension, toute la retraite à long terme, toutes les compagnies d'assurance, qui ne peuvent plus garantir, qui ne peuvent plus mettre en réserve des choses qui auront une valeur. Donc l'euro a survécu, d'abord parce qu'on a liquidé les banques, ensuite parce qu'on est en train de liquider les fonds de retraite, qui ne valent plus rien. Si les taux d'intérêt étaient à 4%, je vous assure qu'on ne prendrait pas sa retraite à 65 ans. On la prendra à 58. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on est en train de détruire des pans entiers de l'économie du côté du passif, là. C'est-à-dire on a d'abord détruit les banques, c'est l'épargne à court terme, puis ensuite on est en train de détruire l'épargne à long terme, et comme ça on est sûr que nos enfants n'auront rien. Mais l'euro sera toujours là. Mais on sera infiniment pauvre. Alors, transition formidable. Est-ce que tu peux expliquer aux gens, parce que ça tu le dis souvent, mais c'est pas encore forcément intégré, parce que c'est vrai que quand on nous dit que quelque chose est bas, qu'un prix est bas, on a tendance à se dire, bonne nouvelle, si le Nutella est bas, je vais pouvoir acheter plus de Nutella. Bon, en revanche, pourquoi les taux bas, mettre des taux bas, ça c'est pas une bonne idée? Pourquoi? On revient toujours à la même idée, c'est que pourquoi y a-t-il des taux d'intérêt? Quand j'ai fait ma première année d'économie à Toulouse, il y a longtemps, le professeur nous avait posé la question. C'est une question qui avait assez peu d'intérêt pour nous à l'époque, parce qu'en tant qu'étudiant, puis pendant quelques années après, j'avais pas un rond. Donc, les intérêts, ils étaient plutôt débités à mon compte quand j'étais en Perse à la fin du mois. Vous remitez mon compte. Vous remitez mon compte.
Ben oui, il n'y avait rien à rebiter. Là, c'était un peu le désert des Tartares. Il n'y avait rien à voir. Hein. Mais enfin, bref. Et il nous avait expliqué, ce que j'avais d'ailleurs trouvé extrêmement malin, que les taux d'intérêt, ça servait à me compenser contre l'incertitude du futur. C'est-à-dire, ça mesure le taux d'intérêt, le prix du temps. Et si on paye beaucoup pour le temps, les taux d'intérêt sont élevés, je vais épargner beaucoup. Si les prix sont très bas, je ne vais pas épargner du tout. Ça me semble, puisqu'on ne compense pas, pourquoi je le ferai. Donc, si tu mets les taux d'intérêt bas, le stock d'épargne va cesser de croître. Les gens vont dépenser tout aujourd'hui. On va se retrouver dans une si tu donnes tout l'argent au type qui a un talent, ben, les deux autres en haut, ils n'auront pas leurs 4 et leurs 2 talents, parce que ben, le stock de talent va baisser, puisque tu n'es pas payé pour épargner. Et les crétins qui nous gouvernent, il n'y a pas d'autre mot, pensent que c'est une très bonne nouvelle parce que ça va me forcer à consommer. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ce qui fait la croissance, ce n'est pas la consommation. C'est l'épargne qui amène à l'investissement, qui amène au développement de la production. Donc, ils tuent la production pour que les gens consomment aujourd'hui. Mais ça veut dire qu'ils auront à consommer moins demain. Mais demain, ils ne seront peut-être plus là, ils auront pris la retraite, les élections seront passées. Donc, mettre les taux d'intérêt bas, c'est favoriser en quelque sorte celui qui a un talent par rapport à celui qui a 4 ou 2 talents. Donc, c'est même pas, comme aurait dit Fouché, c'est pire qu'un crime, c'est une faute. Alors, pourquoi est-ce qu'à l'origine, parce que c'est vrai que quand on a commencé tous les deux l'Institut des Libertés depuis mon salon, hein, à pousser il est resté longtemps d'ailleurs. Hein. Oui, il est resté longtemps dans mon salon. Pourquoi est-ce qu'à l'origine, tu trouvais que l'or était une monnaie palliative quelque part, pas suffisamment sécurisée, t'étais pas une monnaie forcément intéressante. Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, en revanche, tu préconises l'or? Parce que c'est vrai que pendant très longtemps, tu n'étais pas très réceptif à l'or. Non. Et alors. En tout cas en 2012. Alors, parce que si tu réfléchis à tout ce que je viens de te dire là, si l'économie est bien gérée, l'or va garder sa valeur. Très bien, sur le long terme. Donc le prix d'une coupe de cheveux à Rome il y a 20 siècles, et aujourd'hui c'est le même, en or. Hein, ou le prix d'un costume au 19e à Londres, ou le prix d'un costume aujourd'hui à Paris, c'est le même, en or. Bon. Donc l'or, ça garde la valeur. Mais si tu fais bien marcher l'économie d'efficacité dont j'ai parlé tout à l'heure, tu vas gagner, en plus de l'or, tu vas gagner la hausse de la productivité qui vient du déploiement du capital de façon bonne. Donc tu vas gagner entre 2 et 3% de plus par an sur le marché des actions que tu gagneras dans l'or. Mais si la productivité, à cause des imbécilités que je viens d'énoncer, est à -1, -2, à ce moment-là, tu dois aller dans l'or. Tu vois, donc la raison pour laquelle j'ai commencé à parler de l'or il y a quelques années, c'est que j'ai dit aux gens, bon, mais avec tout ce qui se passe, on va avoir une productivité de -1, -2, donc en l'espace de 10 ans, vous allez perdre 15 ou 20% de votre capital, alors que l'or, il restera 0. Ah oui. Donc, dès que tu te mets à faire des bêtises, ben, en quelque sorte, les deux gars, pour revenir encore au talent, les deux gars à qui on avait donné de l'argent pour le... Quelle que soit leur capacité, ils vont perdre. Donc, je donne mon argent à ce moment-là au crétin qui l'enterre. Ce qui est désespérant. Ce qui est désespérant. Ce qui est désespérant, mais je n'ai pas le choix. Voilà, alors je trouve que là, donc, puisqu'on parlait des crétins qui l'enterrent, ça me fait une transition toute trouvée. Pourquoi les politiques keynésiennes amènent toujours à un désastre? Mais parce qu'encore une fois, elles essayent, ces politiques keynésiennes, ce qu'elles font, c'est qu'elles mettent les taux d'intérêt à 0 pour vous forcer à consommer. Alors il faut replacer Keynes dans son époque. C'était les années 30, il y avait une dépression énorme, et à l'époque, les prix baissaient. C'est-à-dire que l'inflation baissait de 4, 5, 6% par an, ce qui était monstrueux. Les prix baissaient. On était dans ce qui s'appelle une déflation. L'argent prenait de la valeur avec le temps. Et donc, ce que disait Keynes, c'est qu'il disait, du coup,
Celui, encore une fois, je ne sais pas pourquoi j'avais pas l'intention de revenir sur les talents, mais j'y reviens tout le temps parce que c'était absolument remarquable ce truc. Celui qui enterrait son talent, il aurait rendu au maître, au bout de 15 ou 20 ans, 2 fois la valeur de son talent juste en ayant enterré. Parce que le talent lui-même avait pris simplement parce que les prix baissaient. Donc ce que Keynes disait, c'est qu'il disait il faut empêcher les prix de baisser. Ça veut dire que si je gagne comme ça veut dire que les taux d'intérêt sont trop hauts. Même s'ils sont à 1, s'ils sont à 0, si les prix baissent de 5, ça veut dire qu'ils sont trop hauts. Donc il faut absolument empêcher les prix de baisser. Et donc à ce moment-là, on essaye de faire baisser la monnaie, on essaye de créer de l'inflation, etc. Dans l'époque, c'était pas idiot. Mais aujourd'hui, quand on a une inflation qui est à 7, 8, 9, 10, mettre les taux d'intérêt à 0, c'est détruire l'épargne. Mais comment des prix peuvent baisser ? Eh bien, parce que ça s'appelle la déflation. Oui, mais regarde, je ne sais pas, par exemple, pour ma baguette, d'où, tout à coup, la farine est moins chère parce qu'il y en a trop ? Parce qu'il y a un excédent de farine, il y a un excédent, les gens arrêtent d'acheter du pain parce qu'ils ne peuvent plus. Les prix ont baissé de 1930 à 1940. Mais ils ont baissé sérieusement. Hein. Et donc, à ce moment-là, c'était terrible parce que les taux d'intérêt étaient très bas, mettons à 1. Donc, servir ta dette, c'était pas difficile. Mais si les prix baissaient de 7% par an, parce que ça fait un calcul facile, au bout de 7 ans, 10 ans, pardon, au bout de 10 ans, la valeur du capital que tu dois rembourser avec des prix qui baissent de 7% a doublé en valeur. Donc, tu peux servir ta dette, mais tu peux pas rembourser ton prêt qui est monté dans des proportions formidables. Et c'est ça qui a déclenché des dépressions, parce que l'étalon or est naturellement déflationniste. Puisqu'il y a une quantité fixe d'or, les prix, si la productivité est de 2,5% par an, automatiquement, les prix vont baisser de 2,5% par an, juste parce qu'il n'y a pas assez d'argent. Donc, le grand drame de la monnaie, c'est justement, c'est que où il y en a trop, où il y en a quand c'est l'homme qui s'en occupe, où il n'y en a pas assez quand c'est l'or qui s'en occupe, et on a toujours essayé de trouver un système qui était entre les deux, mais aujourd'hui, comme on est nettement dans il y a trop d'argent et pas assez de biens, on a de l'inflation, mais on a eu des périodes, en particulier tout le 19e, a été complètement déflationniste. C'est-à-dire que... Mais est-ce que c'est pas parce qu'il y avait plein d'inventions et que du coup il y a une accélération ? C'est la même chose, mais s'il y a une quantité d'or fixe, que tu as plein d'inventions, que la productivité passe à 4% par an, s'il n'y a pas plus d'argent dans le système, les prix vont automatiquement baisser de 4% par an. Voilà, mais ça, c'était cette période du 19e où tout à coup, pour broyer ta On a tout trouvé, la machine à vapeur, etc. Voilà. C'était justifié à l'époque, mais le gars qui emprunte, c'est pour ça que dans le proverbe français, qui vient du 19e, il y a un proverbe qui dit « qui paye ses dettes s'enrichit ». Parce qu'il y avait une déflation. Parce qu'il y avait une déflation. Donc si tu la payes aujourd'hui, tu n'auras pas à la payer demain, ou elle vaudra plus. Donc c'est ça le problème. Le problème des systèmes monétaires, de la monnaie, c'est où on a un système automatique basé sur une quantité fixe de matières premières comme l'or. À ce moment-là, c'est naturellement déflationniste. Et alors ce qui se passe aujourd'hui, qui est très intéressant, c'est que la Russie, la Chine, etc., sont en train de passer, comme on l'a expliqué ici, dans un système qui s'est fondé sur l'or et l'énergie, donc qui sera naturellement déflationniste. Et nous, on continue avec un système naturellement inflationniste. Ça va faire une contrée des chemins assez intéressante. Ça veut dire qu'avec quoi sera-t-on capable de régler la différence entre les deux zones ? La seule chose qui sera acceptable, c'est l'or. Et voilà. Donc l'or est ramené dans le système. J'avais posé la question à Milton Friedman il y a très longtemps, en lui demandant, alors pourquoi vous êtes contre les talents or ? Parce que moi ça me gênait, c'est à cause de l'histoire des talents, je trouve que c'est idiot l'or. Je veux dire, investir dans l'or, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a fait en amont des bêtises tellement grandes que tu es obligé de te mettre en or, mais enfin tu ne vas pas te gaieté de cœur. Il m'a dit, parce que intellectuellement, on doit pouvoir faire mieux. L'homme est capable de faire autre chose de mieux que l'or. Aujourd'hui, les résultats semblent prouver qu'il avait tort. Oui, mais ça c'est parce qu'on a des crétins. Voilà, mais il semble que les crétins reviennent toujours à la surface. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et alors, la solution de Milton Friedman, que j'avais trouvée, au début, j'avais trouvé ça quand même, il exagère, mais en fait, il n'exagérait jamais. Il disait, ce qu'on doit faire, c'est, la monnaie est imprimée par un ordinateur, quelque part... dans le Wyoming. Dans le Wyoming, etc. On jette les clés de l'ordinateur et on accroît la quantité de monnaie de 3% par an. Et comme ça, on n'a pas besoin d'or. C'est exactement le Bitcoin.
Donc le Bitcoin est une tentative de plus d'arriver à une monnaie dont on sait que la quantité sera limitée, mais qu'elle sera un peu en croissance quand même. J'ai vu qu'un État africain hier a reconnu Bitcoin comme une monnaie nationale. Mais africain, tu n'as pas besoin d'aller beaucoup plus loin. Tu vas en Suisse, tu peux maintenant monter une société en Suisse où toute la comptabilité sera en Bitcoin, automatiquement. Oui, non, mais là, c'était juste la reconnaissance d'un État d'avoir une convertibilité directe, monnaie nationale, Bitcoin. C'est-à-dire que ça adoube, je crois que c'est le Salvador qui l'a fait pour la première fois, et là, un autre pays africain, dont j'ai évidemment pas retenu le nom, sinon j'aurais pu vous dire un truc précis. Alors, dernière question, est-ce que l'inflation est toujours un phénomène monétaire ? Eh bien oui. Alors, encore une fois, il faut revenir à Milton Friedman, qui était quand même le grand spécialiste de la monnaie, celui qui en a probablement mieux compris la vraie nature. Inflation, ça veut dire hausse de la masse monétaire. Et c'est pour ainsi dire toujours suivi d'une hausse des prix. Mais c'est là encore, c'est ce que disait Confucius, là, c'est quand les mots changent de sens, les royaumes deviennent ingouvernables. Au départ, tout le monde comprenait que l'inflation, c'était la hausse de la masse monétaire et que c'était suivi par une hausse des prix. Aujourd'hui, on appelle la hausse des prix l'inflation. Mmh. Donc, quand Milton Friedman te dit l'inflation est toujours un phénomène monétaire, ça veut dire que c'est la définition d'une hausse de la masse monétaire, c'est de l'inflation. Mmh. Et est-ce que c'est toujours suivi par une hausse des prix ? Quasiment toujours. Mais tu peux avoir des hausses de prix qui n'ont rien à voir avec l'inflation. Oui, c'est pas... Parce qu'il y a eu une mauvaise récolte, il y a eu une guerre, il y a eu... Mais là, l'inflation qu'on va avoir, elle est monétaire. Elle est monétaire, absolument. Et c'est pas l'Ukraine. Et c'est pas l'Ukraine. Oh, ça aide pas. Ça aide pas. mais en même temps, l'Ukraine déclenche des hausses de prix, parce que, par exemple, l'Ukraine était le 2e ou le 3e exportateur mondial de blé. Donc, comme ils ne vont rien exporter du tout, du coup, il y a une baisse de la quantité. Et ça, c'est une hausse de prix. Ça, on le voit déjà sur l'huile de tournesol. Oui, sur l'huile de tournesol. Alors, ils ont essayé de nous dire que c'était à cause du ramadan et ainsi de suite. Mais j'ai vu des images au Maroc, je crois qu'ils font le ramadan. Et ils avaient tranquillement de l'huile de tournesol partout. Oui. Donc, je pense qu'on a juste des flux tendus. Donc là, apparemment, j'ai vu hier qu'ils allaient remplacer par de l'huile de palme. Mais je trouve que c'est embêtant parce que l'huile de palme est beaucoup plus cancérigène et c'est une huile saturée et en plus ils nous ont quand même gonflé il y a 5 ans en expliquant que ça a procédé d'une déforestation, donc je vois pas tu vois, c'est toujours pareil. C'est l'Indonésie, je crois, qui est le principal exportateur et qui vient d'interdire l'exportation. Voilà, donc ça va déclencher des hausses de prix, parce que tous ces machins-là, une fois que tu bidouilles avec les prix, imagine que tu es le gros producteur d'huile de tournesol, que toutes les femmes, tous les hommes qui font des fritures et des frites ont besoin de cette huile-là, et que c'est nécessaire au pays en question et aux politiciens pour être élus. Si d'un seul coup le prix est monté comme des fous parce que les étrangers achètent comme des fous ton huile, ta réaction normale, ça va te dire je l'exporte plus. Bah oui. Je le garde pour les miens. Je le garde pour les miens. Sauf en France, on fait juste l'inverse. Avec l'électricité, mais ça c'est parce qu'on a des gars qui ont fait l'inspection des finances qui sont compétents. Ça, il fallait y penser à ce coup-là. Où ils disent les autres avant les nôtres. Les autres avant les nôtres, c'est ça. D'ailleurs, ils ont ça, on peut reconnaître tout ce qu'on veut à M. Macron, mais ça, il le fait très très bien. S'intéresser aux autres plutôt qu'à nous, c'est quand même une de ses qualités essentielles. Et donc voilà, oui, il faut bien que les gens se mettent dans leur tête que l'inflation, ça veut dire la hausse de la masse monétaire, et la hausse des prix, c'est autre chose. Et l'inflation cause la hausse des prix, mais il peut y avoir des hausses de prix qui n'ont rien à voir avec la monnaie, simplement parce qu'il y a eu un accident, un tremblement de terre, je ne sais pas quoi, une mauvaise récolte, voilà. On a vu ça sur le parmesan je crois qu'il y a 3 ans, parce qu'il y avait justement des tremblements de terre, ça avait détruit des meules de parmesan. Du coup, comme il y en avait moins, les prix étaient montés. Et voilà, là, on était typiquement dans un... Et du coup, les gens ont été acheter, je sais pas, du gorgonzola, quoi, à la place. Ceux qui avaient besoin de parmesan, ils ont acheté toujours la meule, mais 4 fois plus cher, parce qu'il y en avait moins. Il y en avait moins, c'est ça. Et puis les autres qui pouvaient mettre autre chose sur leur... Du pecorino. Du pecorino, ils ont acheté d'autres fromages pour mettre sur le... Donc, ce qu'on appelle l'effet de substitution. Mais... Donc oui, l'inflation est toujours un phénomène monétaire, et le vrai problème, c'est que quand c'est l'État
qui a besoin, qui ne réussit plus à faire tourner sa machine sans emprunter, ben lui, il a toujours intérêt, il aura intérêt dans le court terme, à emprunter à des taux bas pour pouvoir continuer à subventionner et gagner les élections suivantes. Donc les taux bas, ça transfère de l'argent de celui qui sait quoi en faire, l'entrepreneur et le rentier, pour le donner à un gars qui va faire n'importe quoi avec et qui donnera l'occasion à Charles Pratt de faire des bouquins intéressants sur les 53 milliards de fraude, tu vois ce que je veux dire, donc il faut, c'est comme dans l'économie, c'est comme dans un roman policier. À qui le crime profite? Ouais. Et dès que vous avez compris à qui le crime profite, vous commencez à savoir qui a organisé le coup. Voilà, bah écoute, moi j'ai fait mes 8 petites questions de les grandes vérités de Charles Gave aujourd'hui. Mais c'est pas des vérités, pour moi c'est des évidences. Oui, c'est des évidences, c'est des évidences, mais la plupart des gens ont l'air de penser que je sors de la Lune et que c'est pas des évidences. Mais comme disait un grand homme, ce qui va sans dire va mieux en le disant. Voilà, je l'ai expliqué, enfin j'ai essayé. Donc aujourd'hui on a expliqué ces 8 grandes vérités de Charles Gave qui parfois donc vous sont assénées au travers des vidéos. Et les gens pensent que je suis, à ce moment-là, que je suis, comment ils s'appellent, condescendant. Ah oui. Je suis pas du tout condescendant, enfin je crois pas. Je crois pas, mais tu sais, quelquefois, les gens peuvent percevoir quelque chose, c'est très subjectif la façon dont c'est, puis c'est au travers d'un écran, donc je crois pas, je crois que tu as une bonhomie naturelle qui transpire quand même, et c'est ce que me disait notre ami de chez Campagnol TV, donc voilà. Écoutez, je suis ravie que vous nous ayez suivis une semaine de plus. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les laisser en dessous, à les laisser aussi bien sur l'institutdeslibertés.org que sur nos différentes plateformes. On est toujours ravis d'y répondre ou en tout cas de les poser à Charles, chose que je fais très facilement. Et voilà, on va essayer de continuer bon an, mal an dans ces 5 prochaines années. Qui vont être longs. Qui vont être longs. Ah. Voilà, et on aura tout. Bon, bah écoutez, quand il faut. Hein. Voilà, et nos passaranes. En fait, ils sont passés. Oui, en fait, ils sont passés. Hein. Bon, allez, on vous retrouve la semaine prochaine et merci de nous avoir suivis.